Bonsoir. Je suis un peu émue d'être là. C'est la première fois que je prends la parole devant autant de monde. Mais ça va aller. Moi, on m'a invitée ce soir parce que j'ai peut-être des choses à vous dire sur ma vision de l'optimisme. Donc, en fait, je pense que j'ai un terrain fertile pour être plutôt optimiste de nature. C'est une chance. Et ça se traduit par le fait que dans ma vie, j'éprouve quand même pas mal de gratitude, j'ai foi en les événements qui vont arriver, dans les hommes et les femmes que je rencontre, etc. Donc c'est sûr, j'ai un contexte qui m'est fortement favorable, parce que je suis née en France, dans une famille aimante, dans les années 90, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, et c'est vrai que ça joue vraiment beaucoup en ma faveur, et j'en suis très consciente. Mais je suis ici pour une bonne raison, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, je disais souvent à ma mère, mon frère est là dans la salle ce soir, il pourra témoigner, que je voulais vivre au pays des Schtroumpfs quand je serais grande. Le pays des Schtroumpfs, pour moi, c'était l'évasion, c'était me mettre à l'abri. C'était le pays sans argent, le pays fait de trocs, de gags, de calembours. Et ça me rassurait vachement parce qu'en fait, je pense que le monde des adultes, le monde des grands, ça me faisait super peur. Et puis en grandissant, je me suis dit que vivre au pays des Schtroumpfs, c'était quand même se mettre trop à l'abri, en fait, c'était un peu s'isoler. Et s'isoler, c'est pas cool, c'est pas la vraie vie. Donc je me suis dit que finalement, j'avais plutôt envie de trouver un métier qui me fasse presque combattre, observer, défendre. Je voulais peut-être être journaliste. Et puis sinon, je voulais être espionne, pour déjouer les plans les plus machiavéliques des plus grands méchants de ce monde, en toute naïveté. Et aujourd'hui, finalement, j'ai réussi à mélanger un petit peu tout ça. Je me suis construit un métier où, quelque part, je défends, je combats à ma manière. Je fais de l'espionnage, je vous dirai un petit peu après. Et puis, je vis dans un monde un petit peu merveilleux, à la manière des Schtroumpfs, en tout cas un monde un petit peu préservé et plein de poésie. Le problème, dans le monde dans lequel on vit, c'est que je trouve que c'est difficile, en fait, de rester optimiste. On a beau avoir un fond d'optimisme, ça se cultive. Et je pense qu'on est tous un petit peu anxieux, à cause, notamment, de tout ce qu'on voit sur les écrans, les quantités de trucs horribles qu'on voit beaucoup sur les écrans. La rapidité de l'information, du divertissement, enfin toute la vitesse qu'on voit à travers les écrans, je pense que ça contribue à nourrir un sentiment d'anxiété. L'INSERM a balancé des chiffres récemment, des chiffres un peu flippants. Un enfant de 2 ans passe en moyenne 1 heure par jour devant un écran, déjà. Un enfant de 5 ans, presque 2 heures. Un enfant de 8 ans, 4 heures. Je vous passe les chiffres quand on grandit, parce que ça fait que augmenter. En fait, le plus gros problème, c'est l'omniprésence des écrans au regard du danger qu'ils représentent. C'est catastrophique, vraiment. Alors attention, je diabolise pas les écrans. Au contraire, je pense qu'ils peuvent être un vecteur génial d'apprentissage, de découverte, même de sociabilisation, pourquoi pas. Le problème, c'est la manière dont on consomme les écrans et ce qu'on consomme sur les écrans, les contenus non adaptés, et je parle surtout des enfants. Sur le site drogue.gouv.fr, donc c'est au rayon drogue, clairement, il y a la liste de tout ce que les écrans font sur les cerveaux de nos enfants. Par exemple, des choses affreuses sur le développement du cerveau et de l'apprentissage des compétences fondamentales, comme le langage ou le développement cognitif. Mais aussi les capacités d'attention et de concentration, le bien-être et l'équilibre, le comportement, la santé. Bref, c'est moche. Et du coup, ma mission, qui est devenue mon projet professionnel, c'est de faire en sorte de reprendre le pouvoir sur son temps d'écran. Et je pense particulièrement aux enfants, parce que les enfants, c'est les adultes de demain, et ils représentent l'espoir. Donc moi, je m'appelle Astrid, et en 2018, il m'est arrivé un truc génial qui a changé ma vie. J'ai participé au parcours entrepreneur de Ticket for Change. Et là-bas, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Margot, et qui est aussi devenue mon associée. Et ensemble, on a fondé les éditions en cavale. C'est une maison d'édition, pas tout à fait comme les autres. On est à Lyon,
Parce qu'on est spécialiste de jeux d'enquête sans écran pour les enfants. Notre moteur, c'est de réveiller, connecter les enfants à eux-mêmes, aux autres et au monde qui les entoure avec des jeux tellement cool qu'ils en oublient, qu'ils en lâchent leurs activités numériques, leurs tablettes, etc. Et j'ai l'impression que ça marche. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les 60 000 familles en cavale qui nous le disent. Concrètement, en 5 ans d'entrepreneuriat, on a créé, imaginé, illustré, écrit, fabriqué, diffusé, vendu un catalogue d'enquêtes merveilleuses qui prennent vie dans le cadre de l'Académie des enfants espions. Quand on devient un enquêteur de l'Académie des enfants espions, on a un nom d'agent, c'est top secret. On mène l'enquête, on a du matériel à manipuler, on envoie du courrier par la poste, on décode des messages secrets, on appelle un numéro téléphonique top secret, etc., etc. Les adultes croient que c'est un jeu, ils se trompent complètement. On est une entreprise engagée et responsable dans la manière dont on produit nos jeux, et on travaille dur à notre mesure d'impact, en profondeur, parce que c'est super important pour nous. Et pour mesurer notre impact, on a des choses très concrètes qui nous arrivent tous les jours entre les mains, qui sont les retours de nos bénéficiaires, de nos clients. Et j'ai envie de vous en partager un petit peu ce soir. Alors pour commencer, je vous présente Francis, c'est le facteur. Et tous les jours, Francis, il nous apporte au bureau en cavale des tonnes de courriers des enfants. On va en lire quelques-uns. C'est trop bien et c'est mieux que Netflix. Et c'est mieux que tout. J'adore. Je m'appelle Elena. Je ne ferai pas les voix, mais c'est très tentant. J'adore car j'ai l'impression de me transformer grâce à l'histoire. Merci, le bureau en cavale. Oui, avant de vous voir, j'étais beaucoup sur les écrans et depuis, je passe ma journée à faire les missions. J'adore cette aventure, même si je ne suis que dans ma chambre. J'ai l'impression de suivre l'agent Astro dans le parc. Merci beaucoup, signé agent Zygoptère. Ça, c'est le courrier des enfants. Donc vous imaginez le love en barre qu'on reçoit tous les jours. Et on a aussi les parents qui nous écrivent. Ils nous remercient pour les alternatives aux écrans qu'on leur apporte. Superbe alternative aux écrans, les enfants s'amusent et apprennent en même temps. Merci madame, 5 étoiles. Les enquêtes permettent aux enfants de se pencher sur de nouvelles notions et d'apprendre sans s'en rendre compte. C'est un univers qui aiguise leur curiosité. Je ne sais pas pourquoi je fais un blague. Grâce à la présence d'objets à construire ou à utiliser pour résoudre les énigmes. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est mon moteur. C'est ça qui me fait vibrer, qui me donne la niaque pour continuer chaque jour à faire des enquêtes en cavale. Donc, en fait, constater qu'avoir un impact sur la vie des gens, concret, ça me donne vraiment la foi d'avancer. Mais du coup, pour cultiver cet optimisme, en fait, il faut pousser ça plus loin. Et donc, pour le cultiver, j'ai identifié 4 ingrédients principaux. Je vais vous les donner maintenant parce que je pense que tout le monde peut se les appliquer à différents niveaux de sa vie. Ingrédient numéro 1, le point de vue. Je pense que quand on met sur son petit nez des lunettes roses, on voit la vie de manière un peu plus belle. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos enquêtes. Grâce à un univers narratif et illustré, ludique, poétique, joyeux. Ingrédient numéro 2, la mise en action dans la vie réelle. Alors que la peur et l'anxiété poussent à l'immobilisme, la confiance et la curiosité poussent à l'action. Dans nos enquêtes, on demande aux enfants de, par exemple, écrire un code dans la buée de sa fenêtre, un code Morse, top secret évidemment, appeler un numéro de téléphone pour écouter un indice. Ingrédient numéro 3, l'abnégation. Il ne faut rien lâcher. Dans la vie de tous les jours, c'est quand même assez facile de zapper si on n'y arrive pas. Nous, on fait en sorte que les enfants s'accrochent jusqu'à la fin. Ils ont leur haut, leur bas, quand ils font des aventures. Et grâce à ça, ils sont très fortement gratifiés. Ingrédient numéro 4, la préservation. Je pense que c'est possible de créer une sorte de sas poétique, ludique, joyeux et coloré grâce à du contenu de qualité. Ces 4 ingrédients, je pense qu'ils vont bien ensemble quand ils sont agrémentés ensemble d'un soupçon de magie.
Quand je dis soupçon de magie, nous, ce qu'on aime bien faire chez En Cavale, c'est faire en sorte de parler d'histoires imaginaires, de l'ordre du fantastique, des histoires merveilleuses, des histoires un peu pour de faux, mais en fait qui sont complètement ancrées dans la réalité. On ne prend pas les enfants pour des idiots, on leur raconte des vraies choses. C'est pour ça que je vous présente Simone. Vous la connaissez sûrement. C'est la voix de la SNCF. Mais surtout, Simone, elle est géniale, c'est devenue ma copine. On a travaillé ensemble sur le calendrier de l'aventure. Et c'est une histoire qui se passe à bord du Transmerveilleux Express. Et elle, à la fin de chaque épisode, elle raconte des choses sur les vrais trains de la vraie vie aux enfants espions. On écoute un tout petit extrait. Le train Transmerveilleux Express numéro 251 232 à destination inconnue va entrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Donc c'est grâce à ce genre de choses que En Cavale arrive à nourrir ce cercle vertueux de l'optimisme. J'ai presque fini, j'ai vu que c'était la fin. Donc l'enjeu, c'est de nourrir ce cercle vertueux, d'en faire quelque chose de contagieux, quelque chose qu'on répand, malheureusement aussi fort que la peur et l'anxiété. Oh non, j'ai pas fini. Encore un tout petit peu, j'ai vraiment presque fini. Nelson Mandela, lui, parlait de l'éducation comme étant l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je suis complètement d'accord avec lui, évidemment. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'utiliser le jeu. Le jeu, en fait, pour nous, pour moi, c'est vraiment un outil merveilleux pour s'amuser. Et quand on s'amuse, on partage. Et quand on partage, eh ben, c'est contagieux. Donc, le jeu, c'est cool. Les enfants d'aujourd'hui, c'est les citoyens de demain. On compte sur les enfants pour ouvrir les yeux des parents, pas l'inverse. Et le plus important dans la vie, et je vous invite à le faire tous et toutes comme vous le pouvez, c'est d'essayer de cultiver votre optimisme, vos âmes d'enfants, et de garder votre capacité d'émerveillement. Merci.